Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce 97e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Gomez. Elle est designer coloriste et a créé la Maison E, une maison de création et d'édition qui réunit la nature, l'art et l'artisanat. Caroline prône un design, une vie plus épurée, faite de belle simplicité. Elle a rapidement eu envie de créer et d'auto-éditer ses créations pour suivre un seul instinct, le sien. On revient sur son parcours, ses inspirations, la notion de temps, d'écosophie, ses éditions de carnet de voyage, de son burn-out et de consommation. Un épisode à écouter tranquillement qui appelle au calme, à la douceur et au bien-être. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Let's go. Bonjour Caroline. Bonjour Théo. Merci de me recevoir chez toi pour le coup. Avec grand plaisir. Je suis très content, c'est très joli, je t'ai déjà dit donc je le redis. Eh bien, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Caroline Gomez, je suis designer coloriste et je suis la créatrice ou la fondatrice de la Maison E, qui est une maison d'édition et de création qui ne sort qu'une collection par saison, exclusivement en matériaux naturels et de fabrication artisanale. Chouette, très bien, on va revenir sur tout ça. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Quand j'étais petite. Le souvenir que j'en ai, c'est quand j'étais petite, je voulais être détective privé. Ok. Donc, rien à voir. Original. Ouais, je sais pas ce que je peux retrouver de similaire aujourd'hui. Peut-être le côté de la fouille, de chercher des choses, de chercher à comprendre, chercher à résoudre. Voilà. Ouais. Peut-être qu'il me reste encore ça du détective. Ok. Et tu sais d'où ça te vient, cette envie de détective privé ? Non, pas vraiment. Ouais. Il n'y a pas, je sais pas, parfois... Alors non, j'ai pas de détective privé dans ma famille. Ouais, c'est ça. Si c'était la question. C'était la suite de la question. Non, vraiment, de la même manière qu'il n'y a pas de designer dans ma famille. Voilà. Okay. J'aurais choisi l'un ou l'autre, j'étais quand même toute seule. Ouais. À quel moment tu as eu cette appétence pour le beau et le design ? Eh ben, je pense que ça a toujours été en moi, sans l'appeler le beau ou le design. J'ai toujours aimé, même chez moi, quand j'étais petite chez mes parents, je veux dire, proposer à ma mère de changer un peu les meubles du salon, la déco, ou en tout cas dans ma chambre c'était régulier. J'aimais créer des ambiances, j'aimais me retrouver dans un univers. En fait, je crois que la notion d'univers, c'est toujours quelque chose qui m'a suivie. Ok. Même dans les livres, ce que je pouvais aimer, j'avais une tante libraire qui m'offrait toujours des très beaux livres, des très beaux albums pour enfants, et j'adorais les univers qu'on pouvait retrouver à l'intérieur, en fait. Donc, je crois que j'aime être dans une ambiance précisément choisie, qui me correspond, etc. Et du coup, la faire évoluer en fonction de mon âge ou des goûts, voilà. Ok. Alors donc tu as fait des études, tu as fait un master d'art appliqué design et couleur à Toulouse. Ouais, c'est ça. Entre 99 et 2005, tu as terminé en 2005. Pourquoi tu as fait ce choix alors ? Pendant tes études, lycée, à quel moment tu te dis je vais prendre cette voie-là ? Eh ben, la création, je savais que c'était quelque chose qui m'intéressait. Okay. Mais comme je le disais tout à l'heure, n'ayant personne dans ma famille qui ait fait ce chemin-là, j'avais pas beaucoup de notions de métier type ou de comment y arriver. Et en fait, quand j'étais... En fait, il faut que je remonte au collège pour vraiment expliquer tout ça. Quand j'étais au collège, j'aimais pas du tout l'école, très clairement. C'est pas du tout une période de ma vie cool. J'ai pas aimé du tout le collège. Je peux te demander pourquoi. Je sais pas. J'étais pas à l'aise dans cette période-là. Scolairement, en tout cas, déjà. Et puis, même peut-être moi, tu vois, c'est aussi la période où on se cherche, où
On a plein de questions et pas de réponses, tu vois. Donc, c'était peut-être la période la moins évidente pour moi. Et je me souviens d'une prof d'anglais qui devait être ma prof principale en 3e, m'a proposé une école où on apprenait les métiers à la préparation de la forme imprimante, c'est-à-dire l'édition, en fait, mettre en page. Et ça m'a plu parce que je me voyais pas du tout aller dans une voie classique et continuer à ne pas savoir comment faire et quoi faire. Donc du coup, j'ai commencé par ça. Et alors là, c'est la révélation parce que je me suis mis à adorer l'école parce qu'en fait, ça prenait du sens. Donc dès que tu fais quelque chose que tu aimes, bah, tu réussis beaucoup plus facilement. Et c'était le cas, donc de élève très médiocre, je suis passée à élève complètement investi, donc très bon résultat. Et j'ai adoré ces 4 années-là en fait. Et là, ça répond à toutes tes questions, qu'elles soient personnelles ou d'ambition professionnelle, de qu'est-ce que tu veux faire plus tard. D'un seul coup, j'ai appris à mieux comprendre ce que je voulais. J'ai adoré cette classe-là dans laquelle je me suis retrouvée parce que finalement, je me suis retrouvée au milieu de gens très créatifs qui avaient des ambitions très différentes et qui ne voulaient pas tous être vraiment dans ces métiers de la préparation à la forme imprimante, mais qui me donnaient l'opportunité d'imaginer que c'était qu'un passage, une porte ouverte vers autre chose. Chouette. Donc après, j'ai décidé de faire des études supérieures, en fait. Après le bac, j'ai cherché une université en arts appliqués. Et à Bordeaux, en fait, on ne propose pas d'art appliqué dès le DUG, qu'on appelait DUG à l'époque. Fallait attendre la licence et du coup, ça ne me convenait pas parce que je savais très bien que c'était pas les arts plastiques, mais les arts appliqués qui m'intéressaient. Parce qu'il y avait cette notion de quotidien et d'être vraiment dans l'utile, dans l'usage de quelque chose, qu'on pouvait très bien célébrer le beau comme le font les arts plastiques. Que l'art, ça sert à comprendre le monde, mais l'art appliqué, ça servait... plus qu'à comprendre, ça servait à vivre avec, en fait. Et donc, je tendais déjà vers l'art de vivre, ce qui est vraiment mon sujet du moment. Et ce qui m'a amenée à postuler dans différentes facs, j'ai choisi Toulouse. Et j'ai bien fait parce que j'ai fait la première année simplement du DUG. Et là, ils ont ouvert une formation très différente au sein de l'Université du Mirail qui s'appelait l'IUP, Couleur et Design, qui était en fait un format importé de Québec, qui proposait en fait d'apprendre le design en intégrant la couleur à part entière comme le choix du matériau, le choix de la forme, le choix du sens. Et je trouvais ça génial. Enfin, vraiment, ça m'a tout de suite vachement parlé. Donc, j'ai bifurqué là-dessus et j'ai fait le master en entier couleur et design. Génial. Parcours tortueux, bon moment, mais y a fait du bien. de super surprises. Au bon moment, bon endroit au bon moment. C'est pour ça. Le coup, trop chouette. Et quand tu fais tes études, notamment ton master, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire après Parce que donc, tu commences à créer quand même. En fait, ce qui est génial dans l'IUP, c'est que tu es sur un mix de formation universitaire pure, donc tu dois rendre des mémoires tous les ans, tu dois initier des recherches universitaires, documenter, etc. Et en même temps, tu ne peux pas valider ton année que comme ça. C'est ce qui est la différence, c'est le P de professionnel, c'est que tu la valides par des stages en entreprise, avec des projets d'entreprise et des rapports de stage plus classiques, mais un projet que tu dois mener de A à Z au sein de l'entreprise dans laquelle tu fais tes stages. Donc entre 3 et 6 mois, suivant les années quand tu avances. Et ce qui est super, c'est que c'est quand même assez large, design et couleur. Donc j'ai pu aller dans plein de domaines différents. Et ça te permet de trier ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, d'avoir des expériences super enrichissantes. Donc j'ai pas su tout de suite ce que je voulais faire. Je crois que ça m'a aidé à savoir ce que je voulais pas faire. En fait, ça m'a plutôt aidé à le prendre dans le sens inverse. J'ai fait des stages à l'Opéra Bastille à Paris en teinture, donc c'était couleur et textile plutôt. J'ai fait un stage très déterminant dans les dernières années chez Enivrance, qui était un bureau de tendance alimentaire. En fait, ils travaillaient sur la projection de ce que serait manger demain. Avec, ils bossaient en fait comme un carnet de tendance. Je sais pas si tu vois Pecklers ou. En fait, c'est des bureaux de tendance, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur des projections de quelle sera la mode. Là, je parle vraiment de la mode vestimentaire ou même en décoration. Dans 2 ans, 3 ans, etc. Et ils vendent ces cahiers de tendance aux grandes marques qui produisent pour qu'elles soient dans l'axe de la mode en question. Chouette. Et là, en fait, ils calquaient ce modèle-là, mais sur l'alimentaire.
Voilà, en tout cas, donc j'ai travaillé dans pas mal, je fais des stages, je veux dire, dans pas mal de bureaux différents, d'agences différentes de création. Et une chose était sûre, c'est qu'arrivant en dernière année, je me suis dit, c'est pas ma place du tout. Je ne travaillerai pas en agence parce que j'avais l'impression en fait que j'allais m'éteindre à petit feu. Parce que c'est ta créativité, quoi, peut-être, non? Ouais, ça éteint complètement. Disons que l'école t'ouvre à tout ça, te dit vas-y, explore, donne de toi, va faire des recherches. Ça te demande d'aller très loin et ensuite de faire un chemin inverse pour revenir avec une seule idée que tu auras décidé de sélectionner parmi tout ce qui t'est passé par la tête. Alors qu'en agence, en fait, on te dit, bah tiens, tu fais ça, et ça comme ça, et ça comme ça. Donc en fait, on oublie complètement que tu es là pour créer, et tu deviens directement une petite main. Alors surtout quand tu démarres en bas de l'échelle parce que tu sors de l'école et que tu n'as pas encore d'expérience professionnelle sûre. Donc je me suis dit, bah non, je vais essayer de faire autrement, ça ne me va pas du tout. Ok. Donc après le master en poche, en fait, j'ai travaillé. Je suis revenue à Bordeaux. J'ai travaillé à la librairie Mola. Parce que du coup, c'est ma première formation. Tu vois, les livres, ça restera toujours une de mes grandes passions, quoi. Je suis vraiment une amoureuse des éditions. Ouais. Et de l'objet livre. Du coup, j'ai travaillé là-bas, c'était génial. J'ai mis de l'argent de côté, j'ai commencé à m'auto-éditer. Ok. Et je me suis dit, non, je vais essayer moi de raconter de montrer ce que j'ai à raconter, de raconter les choses à travers des objets. Et puis on verra. Et puis si ça marche pas, je pourrais toujours retourner en agence. C'était pas... Oui, il y avait de la place. Ouais, c'était pas impossible. Ouais. Et donc tu t'auto-édites, mais tu fais quoi? C'est quoi tes premiers ouvrages? Mes premières pièces, c'est de la céramique. Ok. Où je vais à la recherche d'artisans pour leur montrer mes dessins, leur montrer mes idées, leur dire voilà, est-ce que c'est possible de faire juste quelques pièces? Ok. Et puis c'est le début des blogs aussi. Ouais. Les fameux qui reviennent complètement à la mode en plus. Ouais, je trouve qu'on revient un peu à ça. Sur les sites internet, ça revient par quand même. Par des biais détournés, mais complètement. Ouais. Où je trouve que la newsletter qui revient vraiment au goût du jour est finalement qu'une page du blog déchirée envoyée à tout le monde, quoi. On peut voir ça comme ça, effectivement. Je trouve. Et donc, comme c'est la naissance des blogs, je me dis, je vais faire un blog et je vais montrer ce que je fais. Je m'en servais de vitrine, en fait. Et puis, ça fait son chemin, quoi. Et pas mal de blogueuses ont repris des photos, ont raconté ce que je faisais. Donc, ça me servait aussi à montrer différentes créations dans différents matériaux. Et puis ensuite, j'ai monté mon premier petit shop en ligne. Et j'ai essayé de vendre ces fameuses créations qui plaisaient pas mal. J'ai eu pas mal de presse. Enfin, ça a fait boule de neige assez vite. Je pense que j'étais, encore une fois, peut-être au bon moment, au bon endroit. Et ce que je proposais était, je pense, aussi dans l'air du temps. Donc, ça faisait écho à ce qui était attendu tant dans la presse que chez les gens. Ouais. Et donc, alors, parce qu'effectivement, quand tu as parlé d'auto-édition, moi, tout de suite, je vois des livres. Mais en fait, on est aussi de l'auto-édition dans les objets, quoi. Le problème de ce mot, en plus, édition, on est passé de Mola à auto-édition. J'étais là, ok, donc elle va nous parler d'un bouquin. Mais non, on est vraiment. Alors, j'ai fait ça. Oui, tu as fait ça aussi. Et on y reviendra. Mais effectivement, auto-édition, même dans l'objet, quoi. Là, c'était de l'objet. C'était vraiment de l'objet. C'était que de l'objet. Ok. Et alors, tu commences à faire quoi? Et est-ce que tu as déjà. Parce que. Alors aujourd'hui, je fais quelques bons en avant, mais tu fais, ta façon de faire, et bon, chez toi aussi, c'est très épuré, je me permets de le dire, très proche du vivant aussi. Alors, je salue au passage Anne-Sophie Nouvel, grâce à qui je t'ai connue, parce que j'ai lu son livre L'enquête sauvage, qui est hyper intéressant et qui est d'un contenu très riche sur tout ce qu'il peut y avoir. Et donc, est-ce que tu avais déjà ce lien aussi fort avec le vivant quand tu as commencé? Pas encore. Ok. Pas complètement. Ça, c'est aussi un cheminement qui a pris du temps. Et oui, comme je te le disais tout à l'heure, je pense que vraiment, ce cheminement personnel, il se lie en filigrane dans tous mes projets professionnels qui se sont succédés les uns après les autres. Vraiment. Donc, je pense que c'est indissociable et qu'aujourd'hui, c'est encore plus fort qu'avant. Mais effectivement, à l'époque de l'auto-édition, du démarrage, j'avais pas encore cette conscience-là complètement. Ce que j'avais, c'est qu'il était clair et net que je
refusé de mettre un pied dans le design industriel. C'était absolument pas mon chemin et ça, je le sentais. Je pense que j'étais pas encore capable d'expliquer pourquoi, comment, mais c'était sûr, quoi. Ouais. Et qui dit artisanat dit matériaux naturels. Donc forcément, j'avais déjà les 2 pieds là-dedans. Mais un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de je sais pas comment dire ça, de militantisme, si tu veux, derrière ça. C'était juste une vocation, c'était très profond, en fait. Je sentais que ça m'attirait, donc j'allais vers ça. Et voilà, après, la conscience du vivant, la conscience écologique, tout ça, ça a grandi au fur et à mesure de ma conscience personnelle dans mon foyer, ma vie de famille, le fait d'avoir un enfant aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses dans la vie qui t'arrivent et qui te font prendre conscience sur des points différents que consommer... c'est vachement plus important qu'on le pense. Effectivement. Faire ces choix-là, c'est hyper... c'est un acte politique, quoi. Et on reviendra sur tout ça aussi, c'est hyper intéressant. Quand tu fais tes premières auto-éditions, comment ça se passe ? Et alors c'est rigolo, parce que juste avant qu'on commence, tu m'as dit que tu n'étais pas entrepreneur. Enfin, tu ne te sentais pas entrepreneur, en tout cas. Pourtant, là, quand tu t'auto-édites, tu commences à vendre, on peut assimiler ça, pardon de te le dire. Je le prends pas mal. Mais à de l'entrepreneuriat quand même, malgré tout. Donc comment ça se passe au début ? Parce que donc t'auto-édites, donc forcément tu trouves des artisans. Tu fais ça pendant combien de temps aussi, avant de vraiment mettre ça sous un nom de boîte ? Enfin, si je ne m'abuse, c'est 5 ans parce qu'en 2010 tu crées le studio Caroline Gomez. Ouais, alors là, t'es très fort dans les dates. Je crois que t'es meilleur que moi. J'ai un peu regardé. T'as bûché. Mais je ne saurais pas te dire les dates, mais effectivement, au début, je travaillais sous mon nom. Ensuite, je me suis dit... Attends, il y a plein de questions dans ta question. Ah ouais, mais c'est... Alors je vais répondre déjà à celle-là. Donc, effectivement, d'abord, je travaillais sous mon nom. Et vers 2016, je me suis dit que c'était dommage, en fait, que les gens... Enfin, c'était super que les gens aiment mon travail, évidemment, mais que c'était dommage qu'ils ne mesurent pas, en fait, la démarche qu'il y avait derrière. C'est-à-dire qu'ils achetaient... un bol, une tasse, peu importe, parce qu'ils trouvaient ça joli. Mais le fait que ce soit artisanal, que derrière ce soit de la série limitée, qu'il y ait une conscience environnementale, que je réfléchissais de plus en plus à comment c'était emballé, comment c'était expédié, etc. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai beaucoup de cases à cocher pour que quelque chose sorte, parce que je suis de plus en plus exigeante sur la façon dont je travaille. Et ça, c'était pas lu, non seulement parce que je le disais pas assez ou que je trouvais pas le format adéquat pour le dire. Donc, je me suis dit que si je donnais un nom, que je travaillais comme une marque, peut-être que la prise de parole me serait plus simple. Difficile de dire « je » tout le temps. Je vais pas... parler avec mon nom, à la Alain Delon, tu vois. Oui. Si tu parles effectivement de toi à la troisième personne, c'est un peu compliqué. Quand tu le fais derrière un nom de marque, c'est vachement plus facile. Parce que c'est la maison E qui fait ça, etc. Donc, voilà, on se cache un peu derrière. Et pour répondre à ton autre question, qui était sur l'entrepreneuriat, oui, pourquoi je ne me sens pas entrepreneur ? Parce que pour moi, ça évoque un cadre, je crois. Être entrepreneur, c'est monter une boîte, tu vois, c'est des statuts, c'est des tableaux Excel, c'est des... Les fameux. Il faut rentrer dans des cases, etc. Et que je crois que ça m'effraie, ça ne me ressemble pas. C'est pas que en fait, ça va me freiner. Si je l'entrevois comme ça dans mon esprit, je pense que demain, je sèche. J'ai plus d'inspiration, je sais plus où je vais. Je pense que ça tue un peu ça inhibe ta créativité. Complètement. Ok, c'est rigolo. Je pense que j'avance trop à l'instinct, trop, je sais pas, mais en tout cas, j'avance à l'instinct. Mes collections sont faites vraiment dans cette dynamique-là tout le temps. Là, tu vois, cet été, j'ai eu une grosse remise en question de la maison E, de ce que je voulais faire et tout. Je suis restée sur cette idée-là qu'il fallait que je m'écoute et que c'est vrai, j'ai une copine qui m'a dit ça, tu fais ça depuis le début, pourquoi tu changes de recette ? Je vais rester alors dans cette dynamique-là et continuer à faire les choses à l'instinct. Donc je me sens plus finalement créatrice, designer, artiste, je sais pas, mais le mot que tu veux, que entrepreneur, quoi. Ouais, ça marche. Et cet instinct, tu l'as dès le début ? Dès que tu as commencé à créer, tu l'as fait à l'instinct ?
je crois que l'instinct, je l'ai dès que je te parle de ces formations bizarres où je vais d'abord dans cette formation PFI, la préparation à la forme imprimante, et puis après je retourne à la fac. Enfin, tout est atypique. En général, quand on va dans le professionnel, c'est pour travailler, puis on réfléchit plus. Moi, je retourne après dans des études supérieures où normalement je suis pas censée être acceptée, mais j'arrive à être acceptée à Marseille et à Toulouse. Bon, je choisis Toulouse, et puis à Toulouse s'ouvre ce truc. Enfin, tu vois, je crois que il est là depuis le début, ouais. Mais alors, je reviens un tout petit peu encore sur le début quand même, parce que je trouve ça intéressant. Au moment où tu commences à créer, à t'auto-éditer, tu trouves des endroits où vendre ce que tu fais. Parce que il y a juste ce côté, alors c'est peut-être pas tableur Excel, mais quand même rationnel de se dire, faut aussi vivre et vendre ce qu'on fait. Non, mais ce que je te disais, j'ai une conscience de la gestion des choses. Il y a forcément, il faut vivre de ce qu'on fait. Mais c'est vrai que ça passe pas avant le reste. C'est vrai que je suis incapable de te dire ce que je fais dans 2 ans. Voilà. Ni en termes de projet, ni financièrement, ni quoi que ce soit. Parce que ça, je ne sais pas faire. Mais effectivement, la question est, une fois que tu crées, il faut vendre ton objet. Donc au début, c'était en ligne. Simplement en ligne. Et parce que mes productions étaient trop petites. Donc je ne pouvais pas proposer aux boutiques. Ensuite, j'ai trouvé d'autres artisans. J'ai pu commencer à proposer aux boutiques. Mais je me suis confrontée à l'autre problème qui était le prix. La marge. Toutes ces questions de marge revendeur, etc. Donc ça a été très compliqué. Et au début, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, il y a un système, il est comme ça, il faut que je rentre dans le système. Donc, il va falloir que tu trouves un moyen d'avoir des marges correctes pour les boutiques, sinon jamais elles vont te dire oui. Bon, ce qui n'a jamais été possible. Parce que la main-d'œuvre a un coût, que l'artisan français a besoin aussi d'être rémunéré à sa juste hauteur et que du coup, on rajoute un intermédiaire qui est le créateur, puis l'artisan, puis la boutique. Et c'est vrai que ça gonfle vite les prix. Donc, j'ai très peu revendu en boutique. Je l'ai fait très occasionnellement, quand cela a été possible, ou je l'ai fait avec des rencontres vraiment différentes. C'est-à-dire, j'ai beaucoup revendu dans une boutique qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'appelait Au Design, rue Notre-Dame au Chartron, qui était tenue par Eric Kessler et qui, vraiment, c'est une rencontre humaine. Mais je crois que ça, c'est exactement pareil pour mes artisans. Comment trouver des artisans aujourd'hui ? C'est la magie de la rencontre humaine. Ce qui est génial, c'est quand vraiment la rencontre, elle match et que tu vois dans les yeux de l'autre l'envie de travailler ensemble et que le discours fait écho à l'autre, que l'énergie arrive et qu'on se lance, quoi. Et là, très vite, tu te rends compte que lui aussi, il fonctionne aussi pas mal à l'instinct, qu'il ne va pas s'arrêter à un tableau Excel, qu'évidemment, tout ça, c'est posé. Il y a des coûts de matière, des coûts de temps passé, etc. Mais que ça va bien au-delà, en fait, de ça. Et je trouve que les plus beaux objets, c'est ceux qui sortent de ces collabs-là. Chouette. Et comment tu vas à la recherche d'artisans ? Comment tu as fait au début et comment tu continues de faire aujourd'hui ? Au début, donc, c'était avec des céramistes. C'était à Limoges et c'était par le bouche à oreille. Ensuite, j'ai fait un voyage personnel en Suède qui m'a fait découvrir le travail du bois. Je ne m'intéressais pas du tout au bois, mais là-bas, j'ai vraiment découvert ça de manière moins rustique que l'image que j'en avais en France, en fait. Tout est beau en Suède, c'est un peu cliché de dire ça, mais vraiment quand même, ils ont une esthétique quotidienne de folie, quoi. Ça va de l'interrupteur à la poignée du métro, quoi. Enfin, c'est dingue. Toute leur signalétique, c'est génial en fait de découvrir ça quand même une fois dans sa vie. Et du coup, quand je suis revenue, j'étais regonflée à bloc. J'avais vachement envie de faire plein de créations. Je trouvais que embellir le quotidien, c'est quand même la plus belle des choses que je pouvais avoir découverte. Et du coup, pour le bois, en fait, ça s'est fait différemment parce que mon père est hyper bricoleur. Travaille vraiment plein de matériaux, fait plein de choses de ses mains, a toujours fait ça, a retapé la maison familiale à lui tout seul. Et du coup, changer un peu de vie professionnelle pour d'autres raisons. Et je lui ai proposé d'acheter une machine et de travailler ensemble.
Et du coup, on a fait toutes les premières collections, lui et moi. Donc génial. Ça, c'était une super aventure aussi. Belle collab. Ouais, on a lancé plein de petits meubles, en fait, des petites étagères, des consoles, des lampes, celle qui est derrière, là, tu la vois pas, mais derrière le rideau. Ah, d'accord. Des planches à découper, enfin voilà, plein de choses ensemble. Donc ça, c'était aussi une chance, quoi. Complètement. Et tu disais tout à l'heure que ça évoluait, on parlait de valeurs, de conscience aussi écologique. Écolo. Ouais, écolo, c'est bien. Conscience écologique. Et est-ce que tu as des étapes où il y a des moments où, en fait, et comme tu le dis au départ, en fait, ce que tu fais, ça l'est, parce que tu travailles des matériaux en tout cas, locaux peut-être ou pas complètement locaux. Et donc tu le fais sans forcément mettre des mots dessus et ça vient au fur et à mesure. Est-ce que tu as des déclics qui font en fait parfois on peut avoir ce sentiment intérieur de se dire ah oui mais en fait il faut absolument aussi que je fasse que ça et maintenant que tu le vois, tu le fais peut-être depuis longtemps et maintenant que tu le vois, tu es là ah oui et tu continues de faire la même chose, c'est juste que tu t'en rends compte et donc t'as raison. Tu valides ça c'est vraiment quelque chose de compliqué, ah oui il faut absolument que parce que moi, ça a fait un peu vriller la route, en fait, de me dire ça. Effectivement, au début, je ne mettais pas de mots dessus, mais c'était là. Et à partir du moment où j'ai commencé à me dire, tiens, et si je montais une marque, tu vois, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, pour arriver à en parler mieux, et si je racontais davantage. Alors, ça a pris, c'est une période, je pense, de ma vie où, personnellement, le déclic s'est fait. De consommer mieux, d'avoir envie de consommer moins mais mieux, ce fameux adage, mais super fort et super vrai. Et du coup, j'ai eu besoin de me rassasier de lectures, de podcasts, de documentaires. Je pense que j'avais besoin de combler un vide en moi de connaissances qui reflétaient une réalité, en fait, que je savais existante, mais dont je ne mesurais pas l'ampleur, en fait. Donc ça, c'était une période hyper prolifique. C'est sûr que tout ce que j'ai emmagasiné, mais ça m'a rendue vachement plus entreprenante. Et pas entreprenante. Attention. Pardon. Et du coup, j'ai eu envie d'aller plus loin, d'être plus dans le zéro déchet, de proposer vraiment plus d'accessoires quotidiens pour aider les gens dans cette démarche. C'est là aussi où j'ai commencé à faire les soins, shampoing solide, savon, etc. Oui, j'ai vu. Tu as fait effectivement, on allait bien au-delà des objets pour le coup et des livres que tu avais peut-être déjà écrits. Et en allant dans le soin aussi. C'est intérieur. Ouais. Oui, on est... En fait, et donc, pardon de te couper, mais donc on a quelque chose de beaucoup plus global en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment au-delà de la belle déco, pardon de le dire comme ça, c'est peut-être pas hyper bien dit, mais au-delà de vos objets, on va en fait, ça devient un tout. Et donc, t'apportes un tout. La Maison Eux, c'est vraiment comme ça que je l'ai pensé, c'est que je voulais aller plus loin et que je voulais penser tout ce qui était nécessaire dans le strict minimum pour l'art de vivre d'une maison. Donc, manger, se laver, faire sa vaisselle... etc. Bon, je ne suis pas allée jusqu'à s'habiller, tout ça, parce que là, c'est quand même des domaines plus spécifiques. Mais, et encore, tu travailles le linge, je crois aussi, non ? Je travaille le textile, J'ai fait quelques accessoires, on va dire, plus, mais pas de vêtements. Pas encore de vêtements. Donc, oui, c'est à cette période-là où j'ai eu envie de vraiment me documenter, que c'est devenu plus fort en moi. Et que la réalité des choses, en fait, je me suis dit, doit transparaître dans ce que je propose aussi. Donc, j'ai agrandi la gamme et je suis allée vers une savonnière pour créer des produits spécifiques et vraiment créer une petite gamme de produits d'essentiels autour de ça. Et alors, ça me fait penser, tu arrives à chaque fois à trouver les artisans qui correspondent à tes envies en France ? J'y arrive, mais c'est très long. Ok. Pourquoi c'est long ? C'est très long parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans certains domaines. Il y a vraiment des domaines où c'est très pauvre, en fait. Je sais pas, la verrerie, par exemple, moins en moins d'artisans dans ce domaine-là. Après, il y a des domaines où, alors là, ça repart en flèche, la céramique, la savonnerie, ça c'est sûr. Mais c'est des artisans qui sont, pour la plupart en tout cas, des jeunes qui sortent vraiment d'école. Ils sortent d'école d'art. Et ne souhaitent pas forcément collaborer sur des créations d'autres designers. Préfèrent vraiment être artisans d'art, donc faire leur propre chemin.
Donc ça ferme des portes aussi d'artisans qui pourraient fabriquer des collections. Ouais. Donc c'est pas toujours simple. Et puis après, on rajoute aussi la dimension, il faut que ça matche, comme je te disais tout à l'heure. C'est une rencontre humaine, il faut que la façon dont je travaille leur parle et leur plaise en fait. Complètement, effectivement dans la connexion humaine. Ouais. Je pense en parler plus tard, je vais en parler maintenant. Tu peux nous expliquer ce qu'est que l'écosophie ? Ouais. L'écosophie, en fait, c'est... Parce que l'écologie, c'est mettre du discours sur cette connexion au monde vivant. Ouais. Et l'écosophie, c'est vivre complètement cette connexion au monde vivant. Voilà. Ok. Alors que... Je peux pas faire plus simple. Effectivement, c'est bien résumé. Je m'attendais à une réponse beaucoup plus longue. Oui, mais alors, en général, quand on est long, c'est vachement plus compliqué. Mais non, mais dans ce cas-là, je vais quand même essayer d'en avoir un petit peu plus. Mais concrètement, au quotidien ou dans la vie de tous les jours, comment on applique, j'ai envie de dire, si on peut, l'écosophie ? Eh ben, ça va refléter tout ce que tu disais tout à l'heure quand j'ai voulu monter la maison E et que j'ai agrandi le champ de mes créations à tout ce qui était du nécessaire quotidien. Donc, c'est réfléchir déjà à comment tu consommes. Donc, ça part de là, ce que tu vas acheter, ce que tu fais rentrer dans ta maison. Doit refléter ces mêmes valeurs écologiques. C'est-à-dire, toi, tu prends soin de toi, mais tu ne nuis pas à la terre en retour. Donc, tu jettes moins, par exemple. Tu fais attention à la composition de ce que tu achètes, que ce soit alimentaire ou cosmétique ou même tes vêtements. Tu prends soin peut-être d'avoir moins de déchets dans tes achats aussi. Bon, voilà, tout ça... ça part d'une démarche écosophique. C'est faire rentrer ce bon sens dans ton quotidien. Ok, oui, très bien. Très clair. C'est pas compliqué en fait. Non, c'est pas compliqué. Non, mais c'est vrai, c'est hyper simple. Ouais. Et justement, en fait, quand à un moment donné, tu as cet éveil de conscience qui n'est pas de but en blanc, ça se fait petit à petit, suivant tes lectures, tes rencontres, ton intérêt, ta vie, tout ça. Et au bout d'un moment, tu arrives, et c'est ce qui m'est arrivé cet été, tu arrives à un cap où tu te dis, mais c'est tellement simple, c'est tellement évident, alors pour moi, évidemment, et puis chacun son rythme, attention, il n'y a pas de leçon. Complètement. Je ne suis pas du tout là-dedans, je fais vraiment attention à ce que la maison ne soit pas dans un axe de donneur de leçons. Moi, j'invite les gens à consommer d'une certaine façon, à s'entourer de certaines choses, mais chacun fait ce qu'il veut, au rythme qu'il veut. Là-dessus, on est d'accord. Et en revanche, quand pour soi, c'est évident, quand tu arrives à vraiment atteindre ce cap de non-dissociation, je vais y arriver, avec le monde vivant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la nature et toi. Tu te rends compte que c'est la même chose, qui reste en fait que la vie et qu'on est tous acteurs de cette vie. Finalement, tout ça te paraît superflu d'en faire des caisses, de travailler sur le zéro déchet, tu vois, et c'est là que tu te dis, c'est encore nécessaire que pas mal de gens le fassent parce que on n'en est pas tous là. Donc, pour répondre à la vitesse de tout le monde, il faut des acteurs dans toutes les étapes de cette conscience. Mais c'est vrai que moi, ça m'intéressait de faire tout ça quand c'était pas encore trop présent, quand pas assez de marques le proposaient, quand ça me permettait de parler de quelque chose que j'avais l'impression d'apporter quelque chose, en fait, en parlant. Aujourd'hui, j'ai moins l'impression que c'est aussi nécessaire. Je pense qu'il y a assez de marques qui font des savons solides, des shampoings solides. Je pense que le zéro déchet, si on n'a pas envie de le faire, c'est qu'on n'a pas envie de le faire. C'est pas qu'on n'est pas au courant, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, même les grandes enseignes, s'emparent de tout ça, malheureusement pas toujours de manière vertueuse. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on n'en entend pas parler. Si tu veux que ça fasse partie de ta vie, tu as tous les outils en face de toi, il n'y a plus qu'à, en fait. Donc, il ne reste plus que le passage à l'acte. Et je trouve que peut-être que ce qui est moins attirant dans tout ça, c'est la question que tu me posais tout à l'heure, c'est le beau, quoi. Parce que pour moi, c'est pas possible de faire une concession sur le beau, même si c'est plus dur de trouver des choses vertueuses, des choses zéro déchet, etc. Le beau doit continuer en fait à animer nos vies et à faire partie de nos vies, parce que c'est ça qui fait du bien, quoi. Et justement, alors pour toi, le beau, si je ne m'abuse, et de ce que je peux voir là, ce que j'ai pu voir sur ton site, sur Instagram, c'est très épuré. Ouais, c'est vrai.
Ça a toujours été comme ça ou pareil, ça a évolué en fonction au fur et à mesure? Et est-ce que tu peux nous faire un petit parallèle entre le moins mais mieux, quoi, en fait? Est-ce qu'il a évolué là aussi? Alors en moi, le moins mais mieux, oui, il s'est installé. Mais en revanche, je pense que j'ai toujours dessiné, créé, designé de manière très épurée. Ok. Ouais, même mes premières collections, les premières pièces de porcelaine toute blanche ou les meubles en bois clair, ça a toujours été très épuré. Pourquoi? Ça, je pense que c'est juste ma personnalité. J'aime bien... Je trouve que c'est génial de proposer aux gens des choses qui n'ont pas trop d'impact, parce que ça va pouvoir recevoir toute leur vie. Et du coup, ça a une sorte de discrétion, d'humilité. Tu vois, ça aussi, tu l'apprends quand tu t'intéresses au monde vivant, à la nature, à tout ça. Il y a beaucoup d'humilité. Et c'est super de proposer des créations qui vont permettre tu vois, une étagère, par exemple. Si tu fais une étagère qui est noire, blanche, enfin, je sais pas, avec des couleurs très contrastées ou hyper colorées, elle peut être magnifique. C'est super, toi, tu flashes, tu te dis, ouais, c'est génial, ça va mettre un peu de gaieté dans mon salon, par exemple. Tu ramènes ça chez toi, et dès que tu vas vouloir commencer à mettre des objets, des livres, en fait, plus rien ne va se lire. Tu vois, tu as une espèce de capharnaüm et du coup, elle va pas rendre le service attendu parce qu'elle va pas pouvoir t'accompagner très longtemps. Elle va correspondre à une période de ta vie, puis tu vas devoir t'en séparer parce que tu la supportes plus, en fait. Elle se sort par les yeux et tu vas acheter une étagère en pin classique. Et puis tu vas poser toutes tes affaires dessus, tu vas dire, ah ben ouais, là, du coup, là, je peux m'exprimer à travers... ce meuble. Donc, tous mes meubles étaient comme ça. En fait, on me disait, tu es designer coloriste, mais il n'y a pas de couleur dans ce que tu fais. Dans les meubles, c'est vrai, je n'ai jamais mis de couleur parce que j'estimais que la couleur, ça allait être tous les objets que les gens poseraient dessus. C'est bien. Et comment tu t'inspires? Alors, tu as parlé tout à l'heure, peut-être ton voyage en Suède, c'est une forme d'inspiration. Là aussi. Les voyages, c'est toujours une bonne inspiration. Même si tu t'en reviens pas avec un dessin précis, ou, tu vois, c'est juste que ça entre en toi. Je crois que la première inspiration, c'est le besoin. Moi, j'ai toujours créé des choses parce que je ne les trouvais pas. Et ma mère m'a dit l'autre jour, t'es comme ton père, en fait. Mais je crois que c'est vrai. Et mon père, il a ça, tu vois, je te décrivais quelqu'un de très bricoleur, s'il n'a pas un outil, il va se fabriquer l'outil qui lui manque, en fait. Même s'il n'existe pas. Mais lui, il se rend compte que dans sa façon de faire, c'est cet outil-là qui lui rend service. Moi, c'est pareil. Si j'ai fait tel ou tel meuble, c'est parce que je ne trouvais pas le meuble aussi épuré, discret, que je cherchais. Si j'ai fait ces savons-là, etc., c'est parce que je me rendais compte, un peu comme Nelly te l'a raconté, que finalement, dans les produits que j'utilisais, c'était juste pas possible d'avoir autant déjà d'ingrédients, ça c'était pas justifié. Et puis quand tu fouilles vraiment tous ces conservateurs, tous ces ingrédients délétères, en fait. Donc, il n'y a pas meilleur conseiller que ton propre besoin. Parce que si toi, t'en as besoin, d'autres en ont sûrement besoin. Tu vois, c'est des choses assez... c'est pour le quotidien. Donc, en fait, c'est pas superflu. Ouais, complètement. Et on parle rapidement voyage, mais donc tu as sorti aussi des livres ou des magazines, je sais pas, quel est le terme non, c'était des petits livres, des carnets photographiques de voyage. Yes. Pourquoi avoir fait ça? 14 titres. 14. Et parce que l'édition, donc je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment une de mes passions très très fortes. J'adore ça. Que m'auto-éditer aussi en termes de livres, c'était un de mes objectifs, un de mes rêves plutôt. Et que j'adorais voyager, on a beaucoup voyagé et que... je me rendais compte que quand tu souhaites aller dans un endroit où tu n'es jamais allé, tu vas forcément te diriger vers des guides, genre le routard, tout ça, mais c'est très informatif et tu n'as pas du tout d'image, donc ça ne donne pas une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Ou alors tu vas simplement faire un petit Google Images, tu vois. En fait, une de mes cousines s'installe à Singapour et nous dit « Venez, je suis sûre que ça va vous plaire ». Moi, Singapour, ça me dit absolument rien, en fait. Donc je fais ça, Google Images, Singapour, et je regarde, et je fais non, je crois pas. Juste le grand bâtiment là. Voilà, c'est ça, c'est hyper construit et tout. Elle me dit, je te jure que si, ne fais pas confiance à Google Images, venez, on le fait.
Et quand j'arrive là-bas, je me dis, mais oui, parce qu'en fait, un voyage, c'est à travers les yeux de quelqu'un. Donc, c'est pas simplement les sites touristiques que Google va te ressortir en première image. Et du coup, ça m'a donné envie de faire ça, des carnets de voyage, mais photographiques. Donc, il y avait la part belle vraiment à la photo, vraiment des photos, absolument pas pour le coup de bâtiments ou de monuments. C'était des photos de scènes de vie, d'ambiance quotidienne de là-bas, de ce que ça pouvait être en couleur, en lumière, de ce que ça respirait, quoi. Et à la fin, évidemment, je donnais quand même les lieux que j'avais appréciés parce que c'est toujours sympa de pouvoir être guidé quand tu vas dans un nouvel endroit. Mais vraiment, il y avait plus de photos que d'adresses. Hyper chouette. Et donc ça, pareil, tu les as auto-édités et donc on les retrouve sur ton site ? Alors, plus maintenant. Maintenant il en reste 2 ou 3 disponibles sur la maison, mais il n'y en a plus beaucoup. D'accord. Parce qu'en fait, pareil, tu as fait des séries limitées et... Ouais, parce que j'ai fait des séries limitées. Il m'en reste quelques-uns dans certaines villes. Mais je trouvais que c'était pas très raccord avec la maison E, donc j'ai pas voulu mélanger les deux projets. Ok, ça marche. Pourquoi la maison E ? Parce que, tu vois, l'épure va jusque dans le nom de la marque. La maison, parce que je travaille la maison et l'art de vivre, donc c'était évident. Et je voyais pas du tout quel mot allait pouvoir résumer tout ce que je voulais mettre dedans. À la fois la démarche écologique, environnementale, l'épure, mais l'esthétique, le vivre ensemble. T'as remarqué, ils commencent tous par E. Ouais, c'est pas mal. Donc je me suis dit, une lettre, quoi. Franchement, une lettre, c'est top, c'est parfait, ça me va, ça me ressemble. Effectivement, on peut pas faire beaucoup plus épuré. Et je pense, sinon c'était rien en fait. Et tu peux nous parler de grandeur nature ? Est-ce que c'est juste un nom comme ça C'est à la fois juste un nom comme ça, et ça fait partie de mes réflexions de cet été. C'est que la maison a pris beaucoup de place, donc je travaille beaucoup de mes journées sont consacrées à elle, mais j'ai toujours du plaisir à travailler pour d'autres marques avec qui on partage les mêmes valeurs, comme Soin de Soi, comme Isidore Leroy, dont on parlait tout à l'heure. Et je trouvais ça chouette de pouvoir aussi assumer sur cette partie-là, qui avant était juste le studio Caroline Gomez. Mais encore une fois, se cacher peut-être derrière autre chose, mais qui pouvait faire émerger ces valeurs-là du vivant. Et finalement, je ne travaille qu'avec des marques qui ont ces valeurs-là, certes, et je ne fais pour eux que des choses qui ont rapport au vivant. Donc, je trouvais ça chouette de pouvoir... avoir aussi une étiquette sur cette partie-là du studio. Ok, chouette. Et comment tu fais pour gérer tout ça ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu as quand même 15 métiers, 18. Ouais. Je crois que je m'ennuierais clairement dans un seul métier, ça c'est sûr. Après, c'est une question de dosage. Tu vois, le studio, quand je travaille pour les autres, c'est très ponctuel. Là, j'ai fait donc un travail d'illustration qui sortira à Noël pour Soin de Soi. En ce moment, je suis en train de travailler sur ces nouveaux papiers peints pour Isidore Leroy. Mais c'est des super respirations pour moi, en fait. Ça peut, à mon avis, participer à l'inspiration de la maison, si tu veux. Ça m'aide à aller voir ailleurs, à sortir un peu la tête du guidon, à découvrir d'autres gens qui ont d'autres projets, d'autres aspirations, d'autres façons de travailler. Non, c'est hyper inspirant, en fait. Donc, c'est pas tout en même temps. Ça n'est plus tout en même temps. À une époque, ça l'était. J'ai payé des pots cassés de ça. Petit burn-out, hop. On revient à la vie active et on décide de prendre les choses sous un autre angle. On décide d'ouvrir le shop plus qu'une fois par saison, de respecter le rythme de la nature, du travail des artisans, parce qu'il ne s'agissait pas en fait de faire travailler les artisans à tout va comme une usine, alors que je refuse de faire fabriquer mes objets en usine. Donc, ça m'a permis de remettre la temporalité juste en fait dans chacun de mes projets. Donc, maintenant, c'est... doucement. Ok. Et alors, je vais revenir sur ce burn-out pour le coup, si tu permets. Comment tu l'as géré ? Et comment ça se passe aussi ? Parce que quand on est solo, tu vois, parfois on s'en rend pas compte, on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas le voir. C'est ça. Je pense que je ne l'ai pas très bien géré en fait. Je pense que du coup, il a mis très longtemps à guérir. Je ne sais pas si c'est un terme juste, mais en tout cas, j'ai mis très longtemps à m'en défaire, on va dire, parce que... c'est pas complètement que j'ai pas voulu le voir, parce que j'ai vraiment mis le mot dessus quand il fallait le mettre.
Mais, par exemple, j'ai pas jugé nécessaire de me faire aider. Je me suis dit, non, mais en fait, il faut que je me repose, il faut que je calme le jeu, il faut que, tu vois. J'en ai pas trop parlé à ma famille, par exemple, non plus. Ouais, c'est resté un peu dans un entre-soi. Ouais, ça pas... Tu l'as intériorisé et t'as tout conservé. Alors après, je suis un peu comme ça. J'ai beaucoup besoin de digérer d'abord moi le truc avant de pouvoir en parler. Si là, j'en parle facilement, c'est parce que c'est largement digéré et que pour moi, c'est OK, c'est derrière moi, tout ça. Mais oui, c'est un peu ma personnalité qui fait ça et je pense aussi beaucoup de désinformation sur le sujet. Qui peut parfois te donner l'impression que c'est un peu la honte aussi. Ça, c'est aussi peut-être... c'est plein de choses. C'est aussi le fait d'être à son compte. Tu vois, il y a des gens qui pensent que, en fait... je peux faire ce que je veux quand je veux, ou que je fais rien d'ailleurs. Parce que je travaille chez moi, qu'on ne voit rien, j'ai pas de vitrine, tu vois. Ça aussi, c'est un truc très long à installer. Ok. Et comment tu as réussi à le gérer, ça? Parce qu'il y a une certaine culpabilité que tu peux en fait... je pense que cette culpabilité, tu vois, elle s'est reportée aussi sur le burn-out. Tu te dis, ah ouais. Donc en plus, on croit que je fous rien. Et en plus, j'ai un burn-out, genre, j'ai pas le droit. Donc ça, c'était vachement dur. Clairement, pendant 1 an, j'ai pas été capable de grand-chose. Mais je me suis octroyé ce temps. Je me suis dit, bah écoute, c'est comme ça, quoi. Parce que je crois que si tu le prends pas les yeux dans les yeux, le problème, tu vas pas le résoudre. Donc je l'ai géré un peu comme ça, en prenant du temps pour moi, en me laissant le temps de vraiment me reposer les bonnes questions et de savoir ce que j'avais envie de faire et comment organiser. Donc j'ai enlevé des choses et je n'ai gardé que ce qui me semblait le meilleur. T'as épuré. Ouais, j'ai encore une fois épuré. Et tu le referais de la même manière? Enfin, pardon, mais en fait, le sujet du burn-out, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Et je crois qu'il y a dans les personnes qui m'écoutent, il y en a qui en ont fait ou qui sont en plein dedans. Qu'est-ce que tu auras envie de dire là-dessus? Est-ce que... après, toi, tu l'as fait à ta manière. Mais, alors, sur comment le gérer ou comment le gérer, ou le reconnaître, peut-être, je sais pas. Si tu as envie d'en parler ou pas, d'ailleurs. Oui, non, c'est pas tabou, je cherche juste comment te répondre. Alors, peut-être comment je l'ai décelé, déjà, tu vois. Je me suis rendu compte que j'étais en pilote automatique, en fait. Je faisais tout parce que je savais le faire. Mais tout. C'est-à-dire amener ma fille à l'école, faire à manger, me laver, autant que gérer le shop, tu vois. Tout était en pilote automatique. Et là, à un moment donné, je me suis dit... c'est bizarre, quoi. Enfin, je me voyais. En fait, j'étais plus... Tu sais, l'expression être à côté de ses pompes. Bah, c'était exactement ça. J'étais à côté de moi. Donc, je me voyais faire, mais c'était très bizarre de se regarder faire. Ça va être l'alerte. C'est ce qui te fait comprendre que ça va pas du tout, quoi. Et après, comment le gérer? Comme je te dis, je suis pas sûre d'être un bon exemple sur ce point-là. Donc, moi, j'ai tout lâché, en fait. Voilà. C'est comme si je tenais plein de fils avec plein de projets au bout, plein de trucs, et j'ai tout lâché. Et j'ai dit stop, ce qui était pas mal parce que c'était un peu vers le mois de juin. Donc, on est parti en vacances. Je me suis dit, je n'en parle pas, je ne pense pas à tout ça pendant les 2 mois d'été des vacances scolaires. Tu vois, c'était zéro question là-dessus. Et en septembre, on commence à y réfléchir. Mais on va prendre les choses différemment. On va tout mettre sur la table et regarder vraiment ce qui résonne en nous, en fait. Qu'est-ce qui m'épanouit et qu'est-ce qui est juste là parce qu'il faut mettre du beurre dans les épinards, il faut travailler, etc. C'est essentiel de travailler, d'être rémunéré pour ce qu'on fait, de gagner sa vie à la hauteur de ce qui nous semble nécessaire, mais pas au détriment de ta santé, de ton bonheur, de ta famille et de toi-même, quoi. Voilà. Ok. Mais effectivement, parce que c'est dur quand on entreprend. Et qu'on est entreprenant. Oui, parce que tu as 1000 casquettes, en fait. C'est ça. Et de savoir où tu mets les limites, en fait. Et pour le coup, alors j'en parlais tout à l'heure, mais le salon des entrepreneurs bienveillantes, il y a une personne qui avait posé une question à l'une des tables rondes en demandant qui commençait à entreprendre, de ce que j'ai compris. Et elle demandait, mais comment vous faites pour, quand vous n'êtes pas forcément hyper
hyper bien ou fatigué, ne pas faire tout ce qui se passe en fait. Parce que c'est vrai, quand on commence, on a envie d'aller aux événements, on a envie d'aller dans des réseaux, on a envie de faire tout ça. Et je pense que la question revient souvent aussi, de se dire, et j'ai profité pour répondre à sa question, de parler de la FOMO, de la Fear of Missing Out, donc de la peur de louper des choses. Et moi, je lui ai dit, en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que j'écoute mon corps, quoi. C'est-à-dire, quand je suis fatigué, je dors. Alors, c'est pareil. En fait, ça paraît bête, ça la fait rire. Et je dis, mais mais en même temps, en même temps, c'est exactement ça, quoi. Quand je suis fatigué, maintenant, je dors. Et parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi de sortir à côté de ces pompes, parce que j'ai appelé par moments mes mini burn-out, où tu as l'impression que la lumière s'éteint aussi. Enfin, tu sais, on appuie sur l'interrupteur et puis il n'y a plus rien, quoi. Et donc, comment réussir à gérer ça? C'est régulièrement, quotidiennement, écouter son corps et ce qu'il te dit, quoi. Voilà, je réponds juste à ça parce qu'effectivement, ça fait partie souvent quand on est solo. Et je crois que je rajouterais à s'écouter, comme tu dis, c'est essentiel. Accepter de ne pas fonctionner comme la société te le dit. Ouais. Moi, je crois que c'est ça qui me sauve dans tout ce que je fais. Ah ouais. C'est-à-dire te dire, bon, alors, c'est comme ça que ça se fait, ok, donc je peux le faire comme ça. Mais comment moi, j'ai envie de le faire? Ok. Et pourquoi pas essayer? Tu vois, ouvrir 1 mois par saison, c'était qui tout double. On pouvait très bien oublier complètement mes produits parce que tu es dans une consommation aujourd'hui où il te faut tout de suite. C'était pas gagné qu'on revienne me voir la saison d'après pour acheter la même chose qu'on aurait pu trouver à peu près pareil ou différemment ailleurs, plus vite, avant. Ouais. Okay. Donc c'est des paris, mais moi je suis sûre de ça. Je pense qu'il faut réinventer la majorité de ce qui existe en fait. Dans les fonctionnements, je parle. Dans la façon dont les choses se font, dans les systèmes de vente, de distribution, de création. Ok. Ouais. Comment on fait? Eh ben, on s'écoute. On en revient à ton conseil à toi. On s'écoute et tous ces petits signaux faibles qui se répètent au jour le jour, on les note et quand on voit qu'ils reviennent beaucoup, je pense que c'est important de les écouter. Et mais alors, toi qui produit, qui a les mains dans la production aussi depuis 15 ans, j'ai envie de dire, à peu près, peut-être un peu plus. Ouais, à peu près, tu vois des évolutions? Est-ce que tu vois les choses évoluer aussi autour de toi? Ou est-ce que tu arrives à... quand même. Quand au début, je proposais... donc quand je fabriquais les meubles en collaboration avec mon père, c'était impossible pour nous, par exemple, de faire 15 consoles ou lampes et d'attendre de les vendre. Et en même temps, il fallait... Pour lui, c'était plus facile d'en faire plusieurs, mais peut-être pas trop, en fait. En fait, c'est qu'une question de juste mesure. Tu vois, on a tous une espèce de table avec des curseurs et c'est à nous de mettre les curseurs là où ça nous semble bon, en fait. Et donc, je dis, on va proposer à la commande. Mais les gens, il fallait qu'ils attendent 3 semaines pour avoir leur lampe, tu vois. Parce que quand tu vas chez Ikea ou je ne sais où, puisque ça a été le grand débat, souvent on m'a dit, mais je comprends pas, chez Ikea ça coûte ça, et les tiens c'est beaucoup plus cher. Bon, c'est encore un autre sujet, mais quand tu es comparé, si tu veux, à l'incomparable, c'est toujours compliqué d'expliquer aux gens. Clairement. Mais donc, je propose ça, je le mets sur mon site. Ça, c'est, de toute façon, depuis le début, c'est hyper pédagogique. D'expliquer aux gens, consommer moins vite, consommer différemment en conscience en regardant vraiment comment c'est fait, où c'est fait, par qui c'est fait, comment c'est envoyé, etc. Bon. Ça, si tu veux, je l'ai distillé petit à petit parce que ça se présentait à moi, tout simplement. Tu vois, là, on ne peut pas produire autant, mais en même temps, on ne peut pas juste en vendre 3 parce que pour nous, ce n'est pas rentable. Donc, il faut qu'on puisse en proposer 20 s'il y a 20 demandes. Mais en revanche, il faut qu'ils aient conscience qu'on va la faire pour eux, la lampe. Donc, ça sera 3 semaines par lampe. Et ça a marché, tu vois. Et puis, les saisons, ça marche. Mais il faut du temps. Il faut accepter que ça ne s'installe pas immédiatement. Mais oui, ça évolue autour de moi parce qu'aujourd'hui, la précommande... T'as ça partout dans le milieu de la mode. Tu précommandes tes vêtements qui sont fabriqués ensuite de manière plus consciente, plus raisonnable, etc. Dans la déco, je le vois moins, mais je sais que ça commence à émerger aussi. Je sais pas, même dans l'alimentaire, tous ces réseaux de distribution plus concis, tu sais, comme La Fourche. Ça aussi, c'est nouveau. C'est des nouvelles façons de faire ses courses
avec une sélection beaucoup plus resserrée, où on a déjà fait le travail pour toi de mettre là-dedans que du bien fait, du bon, du bio, du local, du raisonné, voilà, tout ce qui pourrait aspirer à tes valeurs à toi. Enfin, c'est un gain de temps de dingue. Et c'est génial parce que ça fonctionne autrement. Enfin, j'en reviens à ça. Moi, je suis persuadée qu'il faut arrêter d'avancer tête baissée et de se dire que mais on m'a dit que, donc... Ouais, on t'a dit que c'est peut-être génial, mais pas toujours. Donc pose-toi la question. Se réapproprier du libre arbitre, en fait. Ouais, ok. Et toi, tu as toujours réussi à te dire, ok, bah, ça, c'est le système fonctionne comme ça. Ok, je l'entends. Mais rapidement, en fait, moi, je veux créer ma propre voie, en quelque sorte. Bon, pas forcément rapidement. Hein. Des fois, ça prend du temps. Des fois, t'as beau voir 10 fois le truc, ton cerveau met du temps à enregistrer et à te dire que... Tiens, mais sur ce point-là aussi, d'ailleurs, tu fais pas de cas sur ce truc-là, mais finalement, tu pourrais aussi revisiter ça. Non, des fois, c'est long, mais le principal, c'est de le faire. Ouais. Ça me fait penser à Nelly, pour le coup, quand elle parle de soins de soi, qu'ils ont mis 6 ans entre le moment où elle a compris que les produits qu'elle achetait ailleurs, pour le coup, étaient nocifs. Elle a mis 6 ans à changer pour après. Elle m'a dit, bon, je suis un peu lente, mais ce que tu dis, c'est... C'est ça, je pense qu'elle n'est pas plus lente qu'une autre. Je pense qu'on a vraiment besoin... de digérer les choses, c'est comme une incubation, tu vois. Voilà, faut que ça rentre en toi, faut que ça touche toutes les petites parties sensibles qui te parlent pour que, hop, tu te rebelles et tu dises, bah non, autrement. Ouais. Et alors, j'ai vu que tu avais écrit à peu près une 50aine d'ouvrages, c'est ça ? Non ? Une 50aine d'ouvrages ? Non, moi alors. Je me suis trompé. Ah bon, bah pardon, alors j'ai mal géré ça. J'aimerais bien. Ok, t'aimerais bien. Non, c'était que sur les voyages ou t'en as fait d'autres ? Non, j'ai fait la collection sur les voyages. Après, il y a eu 3 hors-série, mais c'était toujours cette même collection. Mais j'ai pas fait d'autres livres encore. Non, je me suis enflammé, alors c'est pas grave. Mais très bien. Bon, écoute, peut-être qu'un jour, t'en auras fait 50. C'est beaucoup 50 quand même. Ouais, oui, je me suis dit aussi, mais je me suis dit c'est pour ça. Elle fait plein de trucs, après ça m'aurait pas étonné. Mais non, d'accord, c'est moi qui ai mal regardé. Qu'est-ce que t'as créé de plus fou dans ce que tu as créé? Et après, la folie, allez, chacun la place où il veut, mais... de plus fou. Est-ce qu'il y a des objets où ça sortait de l'ordinaire, entre guillemets? Je dis pas que ça, c'est ordinaire, bien sûr, mais... Non, ça, j'ai pas pris comme ça. Mais ouais, c'est pas évident. Qu'est-ce que j'ai créé de plus fou? Non, je vais le dire, parce que vraiment, le premier truc qui m'est venu, c'est ma fille, en fait. D'accord. Parce que je trouve qu'avoir un enfant, c'est le truc le plus fou. Mais voilà, en même temps, ça n'est pas une création. Puis je suis pas toute seule pour le coup. Mais non, mais pas joli. Voilà, franchement non. Alors là, dans tout le reste, je sais pas. On peut garder juste cette réponse, hein, c'est très bien. Hein, si c'est ce qui t'est venu à l'esprit, à l'instinct, tu vois. Sincèrement, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Ok. J'adore. Est-ce qu'il y a dans ce cas-là une matière que tu aimes plus travailler qu'une autre? Parce que on va peut-être pas faire la liste de toutes les matières que tu travailles, mais il y en a quelques-unes. Oui, alors la céramique revient beaucoup, le bois aussi. On va dire que c'est vraiment mes 2 matériaux de prédilection. J'adore ça, c'est infini. Les possibilités sont folles, quoi. Et puis surtout, les gens avec qui tu travailles te proposent des façons de travailler qui te permettent aussi d'envisager des objets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ou des finitions, ou des... C'est infini. Donc t'as envie de dire ces 2-là, quoi. C'est vraiment mes 2 préférés, aujourd'hui en tout cas. Ouais. Et alors tu produis, donc là on est dans Bordeaux, tu as aussi une maison dans les Landes, c'est ça? Oui. Tu produis ici, là-bas, ou chez l'artisan, ça dépend? Ça dépend quoi, peut-être? Je produis chez l'artisan, on va dire, puisque c'est vraiment dans leur atelier que ça se passe. Oui, voilà. Ok, très bien, c'est bon, alors on n'a pas besoin d'aller plus loin, complètement. Et mince, elle est sortie la question. Ah si, le fait de produire en série limitée, d'avoir instauré ce shop par saison, il n'y a pas eu de moment où tu as stressé un petit peu? Si, ouais. Ouais, en te disant, parce qu'en fait... c'est aussi ça, je trouve, la difficulté dans l'entrepreneuriat, c'est la visibilité qu'on peut avoir, souvent financière. On va pas se mentir. Enfin, en tout cas, je trouve, dans les personnes que je croise à titre personnel. Et toi, comment tu as réussi à gérer ça, justement en prenant le risque de pas laisser un shop ouvert à H24, quoi? Eh ben,
En fait, déjà, le shop ouvert H24, c'était plus possible parce que sinon, je passais mon temps à envoyer des colis, gérer des questions de commandes et tout, et j'avais plus le temps de créer. Ouais. Donc finalement, on parlait tout à l'heure du multicasquette de l'entrepreneur. Ouais. Là, le truc, c'est que les casquettes de base, je pouvais même plus les mettre, en fait. Donc ça répondait aussi à ça. Ça répondait, comme on l'a dit, au rythme de fabrication artisanale. Donc c'était assez logique. Mais effectivement, d'un point de vue extérieur, c'était qui tout double. Oui, j'ai stressé au début, au lancement. Le lancement, c'était juste avant le Covid, ce qui a rajouté du stress au stress. Et peut-être que c'est fou, mais moi, ça a été une super période en fait. Je pense que ça a aidé au lancement. Parce que les gens peut-être ont posé plus de questions sur leur consommation à cette époque-là. Ont pris davantage de temps pour raisonner leur acte d'achat. Et que du coup, je tombais, je pense, au bon moment pour leur proposer de consommer autrement et de raisonner tout ça d'une autre manière. Donc moi, ça m'a finalement aidée, cette période-là. Et en fait, j'avais une collection d'essentiels et j'ai insufflé à chaque fois une nouveauté. Et je me disais, c'est peut-être ça aussi qui va m'aider à reprendre la parole dans 4 mois, à revenir un peu active sur les réseaux sociaux, reparler tout ça, la collection suivante, etc. Ça a bien fonctionné comme ça. Mais moi, personnellement, ça m'a usée. Et j'avais plus trop envie, là, de fonctionner comme ça. Donc... la différence qui va avoir lieu là, à la prochaine collection, c'est que je me suis dit comment inviter les gens à continuer à avoir conscience au monde vivant, c'est-à-dire ce que fait la Maison depuis le début, à consommer juste ce que j'essaie de proposer depuis le début, mais sans être uniquement, ou même sans être tout court, dans ces petits accessoires du quotidien, sans revenir sur le zéro déchet, sans revenir sur consommer solide pour ne plus jeter les contenants en plastique, etc. etc. En fait, sans être dans toutes ces choses que je te disais, qu'il me semblait qu'aujourd'hui, c'était quand même acté, quoi, et que... il y a suffisamment de marques qui s'y mettent et que si tu t'y mets pas, c'est juste que tu n'as pas envie ou que tu ne regardes pas là où il faut, mais... Je pense que ça, c'est suffisamment présent pour que je m'autorise aujourd'hui à essayer de proposer des nouveautés et des nouvelles collections différemment. Et donc, je me suis dit que ce qui était chouette aussi, c'est de faire découvrir des gens. Alors, ça peut être des auteurs, ça peut être des artistes, des poètes, peu importe, qui te donnent une vision de ce monde vivant. Que tu n'as pas. En fait, qui pourrait t'inviter à avoir ton propre déclic s'il n'a pas déjà eu lieu, ou à continuer ta route avec d'autres références, d'autres gens qui t'inspirent. Donc, je vais partir sur une collection d'hiver à partir d'un livre que j'ai lu cet été, qui s'appelle « Une année à la campagne » de Sue Obel, et je vais créer toute une collection d'objets en rapport à ce que ce livre m'a inspiré, parce que son histoire est géniale, que c'est une femme qui était bibliothécaire et qui, du jour au lendemain, change de vie et se dit, avec son mari, tous les deux, d'un commun accord, ils ont un fils, se disent « cette société ne nous convient plus, donc on va essayer de vivre autrement, mais comment ?» Et donc ils se retrouvent... dans le Missouri, dans une région, dans les montagnes qui ressemble aux Cévennes apparemment, tu vois, pour faire un parallèle français. Et elle décide de se lancer dans l'apiculture et vit là-bas, voilà, dans une cabane. Et voilà, enfin bon, je ne vais pas spoiler la fin du livre, mais en fait c'est ça. Et tout le long du livre, tu te rends compte de sa connexion à elle avec la nature, de la façon dont en fait c'est juste beau. De vivre ça et de se rendre compte qu'on ne fait qu'un, quoi. Ouais, carrément, trop chouette. C'est cool ça de s'inspirer juste d'un livre pour après faire une collection complète. J'aime bien, c'est rigolo. Ça fait 1 heure qu'on est en train d'échanger tous les deux. Déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé et tu dis ça pourrait être chouette d'en parler? Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. C'est assez complet, non, je vois pas, là, il n'y a rien qui me vient...
comme manquant. Donc dans ce cas, il me reste les 2 dernières questions habituelles. D'accord. Quel conseil t'aurais à donner à des personnes qui ont cette petite voix en elles ou en eux et qui leur dit vas-y et qui n'osent pas encore? J'adore la phrase de Xavier Dolan, tu vois, je sais pas si qu'il a dite à Cannes quand il a eu son prix pour Mommy. Il a dit un truc qui ressemble à « Rien n'est impossible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Moi, je crois que tout est dit là. Effectivement, c'est pas mal. Ouais, je trouve que ça résume tout et il a raison, quoi. Ouais, clairement. Et enfin, donc, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? La joie de vivre une vie connectée à la nature, les moments en famille, entre amis. Ouais, la joie, je crois. La joie. C'est pas mal. C'est bien d'être animé par ça. Trop chouette. Caroline, merci beaucoup. Merci à toi. Avec grand super. plaisir. On te retrouve notamment sur Instagram, si je dis pas de bêtises. Ouais, sur Instagram. Ouais, Grandeur Nature et Maison E. Alors Grandeur Nature n'a pas son compte Instagram, c'est resté sous mon nom. Ouais, je l'ai pas forcément changé. Et alors ça, on le voit apparaître dans le titre. On le voit apparaître, ça, mais c'est pas le nom du compte. Donc soit Caroline Gomez, soit la Maison E sur Instagram, et puis le site en ligne, lamaisone.fr. Et puis le shop, rendez-vous début décembre pour la nouvelle collection. Ah, trop cool. Trop chouette, je mettrai les liens à ce moment-là. D'accord, aussi, pour découvrir tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi Théo, à bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Qu'il fait du bien cet épisode. Caroline nous invite à ralentir, à prendre le temps pour nous, prendre le temps de découvrir l'autre, prendre le temps de consommer en toute conscience. Et ça fait du bien. Merci d'écouter le Pompon et de suivre cette aventure. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir tous les nouveaux épisodes. Partagez, likez, mettre 5 étoiles. C'est comme ça que le Pompon se fait connaître. C'est grâce à vous. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon. D'ici là, prenez soin de vous et faites-vous plaisir. À très vite.